le système communiste a montré dans cette affaire de virus toutes ses limites et tous ses défauts. On dirait que la Covid-19, c'est le Tchernobyl chinois. La détermination des conditions exactes de la naissance de l'épidémie devient un enjeu politique de première importance. Et donc, c'est un enjeu symbolique de première importance pour le gouvernement chinois, parce que ça met en cause les limites du fonctionnement d'un régime communiste. Il faudrait vraiment que ce régime finisse par suivre le même chemin que le régime de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il s'écroule sous le poids de ses contradictions. Bonjour Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Yves. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Eh bien, pour moi, c'est une joie de participer à cette émission. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle donc Laurent Arthur Duplessis, je suis journaliste et essayiste. Je m'intéresse tout particulièrement aux questions de géopolitique que je croise beaucoup avec l'économie, car je pense qu'en croisant les deux, on a encore de meilleures analyses et prévisions. J'ai longtemps travaillé au Figaro Magazine, dans le groupe Persan, dans ce qui était autrefois le groupe Persan. Et j'ai participé aussi à d'autres publications diverses. Je suis passionné par l'évolution des relations internationales et j'ai écrit une dizaine de livres sur ces thèmes-là. Et le dernier en date de mes livres est intitulé « Erdogan ou la haine de l'Occident ». Et il est paru, ce livre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, comme les précédents d'ailleurs. Ok, justement, aujourd'hui, on va faire cette analyse des relations internationales. On va parler du G7 et de l'OTAN et la Chine. Oui. Alors justement, oui, dites-moi. Oui, en fait, je veux dire, au sommet du G7 et de l'OTAN, la Chine est directement visée pour la première fois comme une menace et un défi systémique pour le monde. Oui, tout à fait. Alors, exactement, nous assistons à un tournant, semble-t-il, là. La Chine s'est ouverte au marché mondial et il y a eu un tournant dans les relations économiques avec la Chine qui a été l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001. Et cette entrée de la Chine en 2001 dans l'OMC s'est faite dans des conditions très, très favorables pour la Chine, en effet. À cette époque-là, le PIB chinois était à peu près 10% de ce qu'était le PIB américain. C'était un pays pauvre. Et en tant que pays pauvre, la Chine était admise au sein de l'OMC avec, je dirais, une assez large permissivité concernant le viol des droits de la propriété intellectuelle, concernant le fait que les investisseurs, pour s'installer en Chine, devaient accepter une tutelle des autorités chinoises, notamment par la présence d'un membre représentant le gouvernement dans les conseils d'administration. Et la Chine a remarquablement profité de son entrée sur le marché international, puisqu'en effet, aujourd'hui, l'économie chinoise, c'est à peu près 70% de l'économie américaine. C'est un bond fulgurant en si peu de temps, en 20 ans. Un bond comme on n'en a jamais vu nulle part. En fait, on voit que les tensions augmentent maintenant dans tous ces domaines-là. Alors reste l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est un peu le paillasson du monde, hein, il faut bien dire ce qui est. Hein. Donc les Allemands, alors là, sont extrêmement
soucieux de ne pas fâcher le président Xi Jinping. Oula. Mais néanmoins, il faudra bien, parce que même les Allemands commencent à en avoir assez, des transferts de technologie massifs, par exemple en matière de train à grande vitesse, le transfert technologique du TGV français, puis surtout aussi du train rapide allemand, les transferts de technologie dans toutes sortes d'industries, machines-outils, etc. Et les Allemands eux-mêmes sont en train de commencer à comprendre que c'est bien beau de vendre aux Chinois à la Chine communiste énormément d'équipements et de voitures, mais si à un moment donné, ça devient une rivalité économique où les produits sont fabriqués sur place et deviennent concurrents, à long terme, pour les Allemands, ça devient difficile. Donc, il y a une prise de conscience générale, mais j'insiste sur le fait que le régime communiste chinois n'est peut-être pas aussi solide qu'il pourrait en avoir l'air. Et j'insiste sur le fait que ce régime a devant lui de grands dangers internes, et j'insiste sur le fait que l'attitude générale du président Xi Jinping n'est pas simplement le résultat d'un tempérament porté à l'autoritarisme, c'est aussi le résultat d'une très profonde inquiétude au fond de lui-même sur l'avenir de ce régime. Un avenir qui, au fil du temps, va être de plus en plus semé d'embûches. Quelle est votre interprétation pour ce message passé? C'est-à-dire la Chine est vraiment considérée comme une menace. C'est comme une alliance qui est en train de se créer. Oui, parce que le développement économique de la Chine, qui a été marqué par une croissance à 2 chiffres très longtemps, ne s'est pas accompagné d'une évolution du régime vers une démocratie parlementaire, vers un régime libéral au sens politique du terme, et vers un développement des libertés publiques en Chine. Au contraire, on voit même que le président Xi Jinping resserre la vis assez énergiquement et utilise notamment le développement fabuleux des moyens numériques pour contrôler encore plus le peuple chinois et pour diminuer encore plus la liberté et l'autonomie des citoyens de la Chine. Conformément aux analyses qui se sont faites au XIXe siècle avec des penseurs comme Alexis de Tocqueville, par exemple, qui avaient théorisé sur le fait que le développement économique conduisait à la démocratie parlementaire d'une manière quasi mécanique. Ça ne s'est pas produit pour la Chine. Et ce qui est même en train de se produire actuellement, c'est un mouvement d'involution. Le président Xi Jinping restaure les mannes du président Mao, si on peut dire, avec intensité, oblige même certains dignitaires du régime chaque année à aller faire un pèlerinage pour faire un petit bout de la longue marche de Mao, ce qui semblait voué à être un archaïsme extraordinaire du développement économique de la Chine. Eh bien non, toute cette symbolique maoïste, le président Xi Jinping la remet sur le devant de la scène. Donc on voit bien que le président Xi Jinping, voyant l'essor du capitalisme chinois, voyant l'essor extraordinaire d'un certain nombre de très grandes entreprises chinoises, notamment dans le domaine de l'informatique, de la distribution, de la communication, eh bien, il essaye de temps en temps des mesures d'intimidation de ces grands patrons pour les garder sous la coupe du Parti communiste chinois, sous la coupe du gouvernement communiste chinois. Et d'après vous, pourquoi la Chine n'est pas évoluée vers une démocratie malgré avec libre-échange avec l'OMC et pourquoi tout le monde s'est trompé? Eh bien, c'est une question tout à fait essentielle. En effet, un pouvoir qui veut absolument maintenir sur la Chine le couvercle du communisme, de la dictature communiste. Cette dictature communiste apparaît comme de plus en plus décalée par rapport à cette nouvelle élite qui aspire à plus de liberté, ne serait-ce aussi que pour mieux créer des entreprises, ne serait-ce que pour mieux faire de la recherche et développement, ne serait-ce que
pour mieux épanouir ses talents. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez la raison, il peut avoir la raison, c'est parce que la nature du Parti communiste chinois, c'est antidémocratique, c'est anti la liberté. C'est-à-dire, si on veut vers ce chemin-là, c'est-à-dire le Parti communiste va disparaître. C'est pour ça que de toute façon, il ne va pas jamais changer parce que c'est un problème de fond. Alors, c'est tout à fait vrai. On a de plus en plus en Chine la montée des tensions et une course de collision, si on peut dire, entre ces instances chinoises communistes et des nouvelles élites qui se développent et qui créent des entreprises et qui ont vocation de plus en plus à se heurter à cette autorité centrale. On le voit bien par les disparitions, comme je disais tout à l'heure, de chefs d'entreprise de temps en temps, ce qui est quand même évidemment la marque d'un régime extrêmement autoritaire. Et on le voit bien au fait que le président Xi Jinping, comme je disais aussi tout à l'heure, multiplie, développe une symbolique qui rappelle beaucoup l'ère Mao par certaines commémorations, etc. Alors, évidemment, ces choses débouchent inexorablement à un moment ou à un autre sur des manifestations, dans des émeutes. Il va arriver un moment où le mécontentement du peuple chinois va s'exprimer sous la forme d'émeutes. Là, on peut s'attendre à des répressions assez sanglantes. Le G7 a annoncé la création d'un programme concurrent des routes de la soie. Et en tant que géopolitologue, qu'est-ce que vous pensez, quelle est la menace des routes de la soie pour l'Europe, par exemple? La menace, elle est tout de même... l'esprit des routes de la soie, c'est tout de même un esprit de captation, je dirais de confiscation, au fond, des indépendances locales. C'est un esprit d'accaparement, c'est un esprit de prédation, comme on le voit, par exemple, dans le fait que, pour ce qui est de l'Afrique, la Chine populaire arrive avec de beaux chéquiers et fait de très beaux prêts et finance donc de très belles infrastructures qui sont extrêmement utiles, ponts, routes, chemins de fer, hôpitaux. Mais évidemment, bien souvent, ces pays ne peuvent pas rembourser dans les délais. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, le prêteur saisit les biens à défaut d'être remboursés. La mainmise sur certains ports, par exemple, et aéroports, peut être un danger stratégique. Et cette mainmise, cette prédation d'éléments stratégiques a de quoi inquiéter les gouvernements locaux de plus en plus. Alors, la Chine, empire du milieu, qui est la tradition plurimillénaire de la Chine, l'empire du milieu qui était en fait non invasif, qui était non impérialiste en fait. Cet empire du milieu devient en quelque sorte un empire tout court, c'est-à-dire qu'effectivement il étend progressivement ses tentacules, si on peut dire, par voie maritime mais aussi terrestre, puisque les routes de la soie se traduisent également par la construction accélérée de voies de chemin de fer depuis le centre de la Chine jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à l'Europe occidentale. Je vous accorde qu'on peut avoir des doutes sur la symétrie des forces entre d'un côté l'immense détermination du Parti communiste chinois dans l'expansion des routes de la soie et les tentatives de ralliement de l'Amérique contre l'expansion chinoise. Cela dit, il faut bien noter l'inquiétude grandissante qu'il y a en Asie du Sud-Est
parce que les violations des eaux territoriales répétées, notamment par la marine chinoise, qui va affirmer l'emprise de la Chine sur des zones d'expansion économique, les ZEE, des zones d'expansion économique en mer qui ne lui appartiennent pas, mais qu'elle revendique, la Chine. Tout cela crée en Asie du Sud-Est une inquiétude grandissante, et il est vrai que tout cela peut conduire au fil du temps à l'édification d'un certain réseau pour lutter contre la Chine. Enfin, je vous accorde que les séductions des routes de la soie sont immenses. Je vous l'accorde. G7 il réclame aussi une nouvelle enquête sur l'origine du virus. Ah oui, alors ça c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Le système communiste a montré dans cette affaire de virus toutes ses limites et tous ses défauts. Ça rappelle l'affaire de Tchernobyl en 1986 en Union soviétique, où l'information sur la catastrophe avait beaucoup tardé à remonter vers les instances dirigeantes, parce que les instances locales avaient peur des instances dirigeantes, et puis aussi parce que les instances dirigeantes elles-mêmes n'étaient pas pressées non plus de faire connaître au monde qu'il y avait cette catastrophe. Or là, on dirait que la Covid-19, c'est le Tchernobyl chinois. En effet, on se rend compte maintenant que l'épidémie a démarré à Wuhan bien plus tôt en fait que ce qui avait été dit. Et les autorités locales ont commencé par verser dans le déni complet de réalité pour, là aussi, dans l'espoir que les dirigeants locaux soient bien notés en quelque sorte par le Parti communiste, par ses instances centrales. C'est au point que, et ensuite, les instances centrales, une fois informées de l'épidémie, ont elles-mêmes emboîté le pas pour bloquer l'information, si bien qu'on a vu que les lanceurs d'alerte qui sur les réseaux sociaux expliquaient qu'il se passait quelque chose de grave, disparaissaient, étaient mis en prison. On a vu que donc pendant une période cruciale pour une épidémie, on sait qu'une épidémie doit être étouffée dans l'œuf. Que si elle n'est pas étouffée dans l'œuf, à un moment donné, elle échappe au contrôle et ça peut devenir une pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale. Il y a un temps précieux qui a été perdu là. Un temps précieux pendant lequel l'épidémie n'a pas été étouffée dans l'œuf. Et du coup, ensuite, c'était trop tard. Alors, deuxième élément, la Chine, le communiste, a pris une très grande emprise sur l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, notamment la personne de son président d'origine éthiopienne. Dans l'Éthiopie a beaucoup bénéficié des crédits d'investissement chinois. Donc, le président éthiopien de l'OMS ne se sentait pas très vaillant pour refuser quoi que ce soit à la Chine. Donc, l'OMS a longtemps posé un regard très complaisant sur cette pandémie de Wuhan. Et d'autre part, l'hypothèse que le virus ait pu s'échapper d'un laboratoire P4 à Wuhan, cette hypothèse a longtemps été bien sûr rejetée par le gouvernement chinois, mais aussi même par les médias occidentaux. Eux, maintenant, la détermination des conditions exactes de la naissance de l'épidémie devient un enjeu politique de première importance. Parce qu'en effet, si il est établi, alors déjà le fait que longtemps l'information ait été bloquée à Wuhan et que ainsi on n'ait pas étouffé l'épidémie dans l'œuf est déjà une très lourde responsabilité pour la Chine. Mais si en plus on établit, c'est encore une hypothèse, mais si on établit qu'en plus il y a eu une erreur humaine dans le laboratoire et que le virus s'est échappé du laboratoire et que c'était un artefact de laboratoire, ce virus, alors là, évidemment, ça aggrave encore le cas de la Chine. Et donc, c'est un enjeu symbolique de première importance pour le gouvernement chinois parce que ça met en cause les limites du fonctionnement d'un régime communiste. Et c'est pour ça que je dis qu'il semblerait que de plus en plus cette épidémie
fasse figure de Tchernobyl chinois, comme le Tchernobyl soviétique. Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, lui, il a dit « Maintenant, nous avons suffisamment d'informations. Il est temps de poursuivre la responsabilité de la Chine. » Oui, absolument. Et il y a déjà pas mal d'informations. La hantise du gouvernement chinois, c'est qu'il y en a encore plus. C'est pour ça que le gouvernement chinois a canalisé les enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé qui n'avaient pas le droit d'aller de ci, de là, etc. Enfin, ça a été quand même très, très contraint, cette visite, cette enquête. Et il s'avère que cette hypothèse du virus échappé d'un laboratoire fait vraiment son chemin. Et il y a quelque chose de significatif. Dans les médias occidentaux, jusqu'à il y a 2 mois, disons, 2-3 mois, cette hypothèse était tournée en ridicule. Elle était tournée en ridicule et elle était considérée comme échappée, alors cette fois-ci, des cerveaux malades, des complotistes. Et donc, c'était une hypothèse loufoque. Maintenant, non. Ça n'est plus considéré comme une hypothèse loufoque. Ça, c'est un revirement des médias occidentaux qui inquiète beaucoup le gouvernement chinois. Parce qu'effectivement, la mécanique enquêtrice, elle est en route. On ne l'arrêtera plus. Mais les langues vont se délier de plus en plus. Je pense que les forces de contrôle du gouvernement chinois observent de très très près les laborantins, etc., pour qu'il n'y ait pas un qui parle. Mais enfin, les choses finissent par filtrer, par se savoir quand même. Et là, il y a un enjeu très important pour la Chine, pour le gouvernement communiste chinois, qui a voulu faire oublier ses négligences de début en allant distribuer des masques en Italie, et puis en maniant une propagande habile pour dire, regardez, on a tellement bien confiné les gens qu'on a limité l'épidémie. Alors c'est vrai que leur confinement a joué un rôle important pour limiter l'expansion de l'épidémie. Et c'est en quelque sorte les facilités et l'avantage d'un gouvernement despotique de faire ça, c'est sûr. Ils avaient un avantage. Moyennant quoi, le gouvernement chinois essaie de convaincre le monde entier qu'il faut être chinois, qu'il faut être communiste. Qu'il faut être communiste. Et que quand on est communiste, on maîtrise les épidémies, et quand on est communiste, on a un enseignement de qualité, une éducation nationale de qualité. Quand on est communiste, on est efficace. Ça, c'est effectivement le leitmotiv actuellement de la propagande du Parti communiste chinois. Mais même maintenant, il y a beaucoup de monde pense que le régime communiste chinois, c'est le meilleur régime, en tout cas pour le régime le plus efficace pour lutter contre la Covid. Oui, et ça c'est inquiétant, ça, cet effet de séduction sur des esprits qui devraient se méfier quand même des méfaits du communisme et qui ont quand même été spectaculaires. On a vu comment le président Mao a fait mourir des dizaines de millions de gens. On a vu comment Staline avait fait pareil. Et Lénine avant lui d'ailleurs. C'est Lénine qui a remonté les camps de concentration, qui a lancé les camps de concentration avant Staline, etc. Et il y a encore des esprits pour se dire le communisme, c'est quand même formidable. On contrôle les épidémies, on oblige les gamins à étudier en classe en respectant le professeur, etc. Comme si avec le communisme, pour arriver à des résultats comme celui-là. C'est vrai qu'il y a un effet de séduction qui est tout à fait inquiétant, mais qui est très largement lié aussi à la réussite économique du Parti communiste chinois. Alors, réussite économique, qui n'est pas celle du Parti communiste chinois, c'est celle du peuple chinois, en fait. Et je dirais que la réussite économique du peuple chinois, elle s'est faite malgré le Parti communiste chinois. Ouais. Mais les gens inversent les causes et les effets. Ils prêtent au Parti communiste chinois une puissance démiurgique qu'il n'a pas du tout. Le Parti communiste chinois, lui, il a chevauché la croissance fabriquée par le peuple chinois et il s'en est arrogé complètement les mérites.
alors que cette croissance s'est faite malgré lui. Et là, il faut dire une chose, c'est que le Parti communiste chinois, il a un grand talent, c'est celui de la propagande. Alors là, pour ça, il est imbattable. Hein. Est-ce que, d'après vous, une fois mise en évidence l'origine du virus, le régime chinois va s'effondrer? Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments qui peuvent concourir à un effondrement du régime chinois. Et d'ailleurs, il faut se souvenir d'une chose, hein, c'est que dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, la majorité des observateurs en Occident croyaient que le régime communiste russe, soviétique, n'avait encore pour des siècles. Hein. Ils ne devinaient pas l'effondrement qui allait venir dans les années suivantes. Ils ne devinaient pas qu'en 91, ça y est, ça serait tombé. Et on a tendance toujours, quand on voit un régime comme ça, à s'imaginer qu'il est éternel. Alors que sa fin peut très bien être proche. Donc, je crois que le président Xi Jinping est très conscient de ça, très conscient. Et c'est pour ça aussi que, méthodiquement, il vérifie tous les instruments de coercition, il vérifie tous les instruments d'asservissement. Parce qu'il me semble qu'il prépare le régime à une période de plus en plus répressive pour contrer le mécontentement grandissant à cause d'un cycle économique qui n'est plus aussi porteur qu'il a été. Ce qu'il faudra espérer, c'est que le développement économique chinois, comme je disais tout à l'heure, finisse par effriter considérablement le Parti communiste chinois et par le faire s'écrouler. Ce serait vraiment, alors là, un don du ciel, si je peux dire. C'est vraiment ça qu'il faut espérer. Parce que sinon, on peut s'inquiéter sur la tournure que vont prendre les relations internationales dans les décennies à venir. Alors, Xi Jinping ne sera pas éternel, mais ça dépend qui lui succédera aussi. Il faudrait vraiment que ce régime finisse par suivre le même chemin que le régime de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il s'écroule sous le poids de ses contradictions internes et externes. Et effectivement, c'est ce qu'il faut espérer pour la paix du monde, notamment. Parce que là, la paix du monde peut être menacée. Donc, par exemple, la Chine menace Taïwan pour une... La Chine menace Taïwan de plus en plus, et là, il semblerait que Washington, d'ailleurs, ait bien compris ça, parce que après une certaine période où Washington avait pris ses distances avec Taïwan, eh bien maintenant les liens entre Washington et Taïwan se resserrent, et manifestement, Washington entend garantir l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Or, le président Xi Jinping voudrait absolument, pour le centenaire de l'arrivée de Mao au pouvoir en 2049, voudrait absolument avoir récupéré Taïwan et l'avoir fait rentrer, lui ou ses épigones, lui ou ses successeurs, avoir fait rentrer Taïwan dans le giron de la Chine communiste. Et là, il y a de ce côté-là une pomme de discorde entre Pékin et Washington qui se précise de plus en plus. Mais aussi les manœuvres navales chinoises pour empiéter sur les zones d'expansion économique de tous ses voisins d'Asie de l'Est est également extrêmement inquiétante. Et là encore, on voit que Washington entend resserrer ses liens avec tous ces pays-là et leur garantir une défense contre les empiètements de la Chine communiste. Il y a eu des chocs entre des bateaux de Chine communiste et des bateaux japonais, philippins, etc., dans des eaux territoriales violées, en fait, par les Chinois. Et on peut craindre que la multiplication de ce genre de choc puisse constituer le danger d'être un
je dirais, un briquet allumé dans un dépôt d'essence, vous voyez. Ça peut être un risque d'embrasement régional et peut-être plus parce que Washington ne laissera pas faire. Washington ne laissera pas faire. Donc, il y a une course de collision entre Pékin et Washington, très clairement, dans la région Indo-Pacifique. Et ça, c'est sûr que on serait bien content que le gouvernement de Chine communiste tombe. On serait bien content qu'il soit remplacé par les gouvernements démocratiques et pacifistes. Mais, point d'interrogation, quand, on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est le sommet Biden et Poutine. Oui. Est-ce que vous pensez la Russie Est-ce que vous pensez la Russie va rejoindre les États-Unis contre la Chine? C'est là toute la tragédie. C'est que les États-Unis ont poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et pour retirer la Russie des bras de la Chine et la ramener dans le giron occidental, il faudrait en faire beaucoup. Et à mon avis, beaucoup plus que ce que Biden est prêt à faire. Parce que Poutine n'est pas né de la dernière pluie, il est très malin. Et Poutine ne va pas opérer un tel revirement stratégique, géopolitique, en échange de petits gadgets. Il faudrait pour ça, premièrement, mettre fin à l'embargo économique contre la Russie. Deuxièmement, cesser de masser les troupes de l'OTAN aux frontières de la Russie dans les pays baltes et en Pologne, comme l'OTAN le fait. Et troisièmement, cesser d'essayer de créer de l'agitation en Russie par un certain nombre d'ONG largement financées par CIA, etc. Et là, les Américains, manifestement, ils ne sont pas encore prêts à faire ce qu'il faut. Comme Biden va voir Poutine, qu'est-ce qu'il imagine? Qu'il va le rouler dans la farine. Non, il ne va pas le rouler dans la farine. L'État profond américain n'est pas encore prêt à tirer les conclusions de ce que je viens de dire. L'État profond américain n'est pas encore prêt à lâcher la bride sur le cou des Européens pour qu'ils se rapprochent des Russes et qu'il y ait une synergie. L'État profond américain n'est pas encore prêt à voir se constituer sur l'ensemble eurasiatique, sur le continent eurasiatique, une collaboration entre 500 millions d'Européens et ces 17 millions de kilomètres carrés de la Russie, et puis du peuple russe aussi, qui a des qualités intellectuelles éminentes, etc. Et ça, c'est un élément clé des décennies à venir, c'est de savoir si Washington va enfin consentir à lever l'embargo, à libéraliser les échanges avec la Russie et à cesser d'essayer de faire tomber le régime de Poutine, qui n'est pas un régime communiste. C'est pas un régime communiste. C'est un régime autoritaire, donc il y a quand même des éléments démocratiques, il y a un parlement, des élections quand même, et Poutine a encore un large soutien du peuple russe aussi. Poutine, ça n'est pas Xi Jinping. Pas du tout. Poutine est très loin de Xi Jinping. Et les Européens auraient tout intérêt à un rapprochement économique avec la Russie. Et en fait, l'ambition du Parti communiste chinois est dominer le monde. C'est pour ça aussi on voit les routes de la soie. Et qu'est-ce que vous pensez en fait, quelle méthode sera plus efficace pour lutter contre cette menace? Eh bien, justement, pour lutter contre cette menace, il faudrait, comme essaye un peu de le faire Washington, incomplètement, il faudrait réunir tous les pays qui ont peur de cette menace. Alors, c'est ce qu'essaye un peu de faire Washington actuellement, mais comme je disais tout à l'heure, sur cet échiquier, il y a une pièce maîtresse, c'est la Russie, qui par son appareil militaire très puissant tout de même, et compte beaucoup. Et pour compléter le dispositif de containment, d'endiguement des volontés hégémoniques du Parti communiste chinois, il faudrait enrôler la Russie de Poutine, car, comme je disais tout à l'heure, Poutine n'est pas
communiste. Il n'est plus communiste, même s'il il a quelques nostalgies de la période de l'Union soviétique, qui était une superpuissance. La Russie actuelle n'est plus une superpuissance. Il a des nostalgies, mais il n'est pas un communiste. Et d'autre part, Poutine n'est pas animé des mêmes volontés expansionnistes que Xi Jinping. Et surtout, Poutine partage avec les pays d'Europe, notamment, les mêmes inquiétudes sur le danger islamiste qui vient du Sud. Et Dieu sait si ce danger islamiste est très présent dans le Caucase. Et si Poutine a développé des manœuvres en Syrie, c'est aussi pour garantir son arrière-cour, qui est la Syrie, qui n'est pas bien loin du Caucase. Et c'est pour essayer de contrôler justement ce danger islamiste. Donc, je crois, moi, que l'Europe au premier chef, et d'une certaine manière les États-Unis aussi, auraient tout intérêt à associer leurs efforts à ceux de la Russie pour endiguer la montée de ces périls islamistes et pour faire un cordon sanitaire autour de la Chine communiste de Xi Jinping. Il est certain que si la Russie changeait de bord, changeait de camp et revenait vers se rapprocher à nouveau de Washington et des Européens, la Chine serait considérablement isolée, puisque de l'autre côté, il y a le Japon, qui est extrêmement méfiant. Et puis, comme je disais, tous ces pays d'Asie du Sud-Est sont très méfiants. Et il y aurait à ce moment-là un encerclement de la Chine. Et c'est pour ça que le fait d'avoir rejeté les 17 millions de kilomètres carrés de la Russie du côté de la Chine, c'est une erreur, à mon avis, colossale, et qui peut se payer très cher. Mais est-ce que vous pensez quand même, cette fois-ci, la communiqué G7, l'OTAN ou autre, après avec le sommet russe avec les États-Unis, est-ce que quand même, cette fois-ci, ils ont quand même franchi un grand pas? C'est-à-dire quand même, avant, c'était jamais visé directement, clairement, la Chine comme ça. Oui, alors, on peut remarquer à ce sujet, d'ailleurs, il faut bien le dire, hein, celui qui avait le premier désigné si ouvertement la Chine, c'était le président Trump. C'était lui. Le président Obama avait commencé, mais à sa façon à lui, c'est-à-dire feutré, tout en demi-teinte. C'était très ténu. Là où le tournant véritable se produit, c'est avec le président Trump. C'est lui qui a le premier parmi les présidents américains désigné aussi énergiquement et carrément la Chine comme on peut dire, comme un adversaire, je dirais, la Chine communiste comme un ennemi. Donc, le président Biden, là où il a surpris quelque peu les prévisionnistes, les commentateurs habituels, c'est que loin d'adoucir la ligne de Trump en ce qui concerne la Chine communiste, il l'a maintenue. Il le fait avec un style différent. Il n'a pas le style provocateur et je dirais assez pittoresque du président Trump. Il a un style beaucoup plus diplomatique, si je peux dire. Néanmoins, il rameute le maximum d'alliés contre le gouvernement chinois. Et là, il est dans la droite ligne de la politique du président Trump. Et là, on voit très bien comment l'État profond américain s'inquiète beaucoup des évolutions avec la Chine communiste. Biden a fait ce que n'avait pas fait Trump. Il a donné l'ordre de lever les coercitions sur les entreprises qui devaient achever ceux des États. On voit que pour ce qui est des relations entre Washington et les pays d'Europe, c'est plus souple avec Biden qu'avec Trump, qui lui, effectivement, appliquait à fond America First, Amérique d'abord, et qui appliquait ça pas seulement au dépend de la Chine, mais aussi au dépend de l'Europe, il faut bien le dire.
Mhm. Et avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour tous les mondialistes qui veulent dominer notre monde? Mondialistes, ils se sont lourdement trompés, les mondialistes. Parce que les mondialistes, justement, ils professaient que la Chine allait devenir un aimable régime démocratique et jouer la carte, justement, du mondialisme de manière apaisée et pacifique. Et là où les mondialistes sont lourdement trompés, c'est qu'ils n'avaient absolument pas prévu l'avènement d'un président Xi Jinping. Ils n'avaient absolument pas prévu des loups diplomates et puis les loups guerriers, parce qu'il y a des loups guerriers, c'est-à-dire les militaires, on les appelle les loups guerriers. Et ils n'avaient absolument pas prévu les provocations de la marine chinoise dans les zones d'expansion économique de la mer de Chine, etc. Ils n'avaient pas prévu les menaces qui sont de plus en plus proférées contre Taïwan par Pékin, et ils n'avaient pas prévu la course de collision qu'il y a de plus en plus entre la Chine populaire et les États-Unis. Ils n'avaient pas prévu. Alors effectivement, leur schéma mondialiste est en train de tomber à l'eau, est en train d'être désavoué par la réalité. Et que voit-on? On voit que le mondialisme, c'est-à-dire en fait la mondialisation des échanges, parce qu'en fait, la mondialisation des échanges n'exclut pas des antagonismes de grandes puissances. D'ailleurs, on peut quand même remarquer une chose, c'est qu'il y avait eu une première mondialisation par le développement des empires économiques et du commerce international entre 1910 et 1914. Ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale, la 14-18. Et pourtant, il y avait eu là une première période mondialiste très affirmée. Les mondialistes sont de plus en plus tenus en échec par bien des angles d'analyse. Et je dirais que plus les années vont s'écouler, plus on va voir le naufrage intellectuel, moral et le naufrage de la légitimité de la pensée des mondialistes. Okay. Mais merci beaucoup, Laurent Arthur Duplessis. Et c'est moi qui vous remercie, ce fut une joie.